Quand je suis arrivée au Nigeria en juillet 1972, je ne connaissais personne et j'étais seule au campus puisque mon fiancé habitait à quelques 30 kilomètres de là. Il enseignait dans une école secondaire à Okéré, donc il n'était pas à Nsukka du tout. Je le voyais seulement brièvement le week-end. Donc j'étais seule et j'ai dû faire face seule, au choc culturel, évident qui m'attendait puisque je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Je connaissais l'anglais, mais en dehors des réunions et des classes, tout le monde parlait igbo et je ne connaissais pas l'igbo, donc il fallait que je devine plus ou moins ce qui se passait. Mais, j'ai rencontré au tout début, des gens, qui étaient très sympathiques. Le premier, c'était un Égyptien qui m'a rencontré, heu, à la guest house de l'université. Il me regardait manger mon petit déjeuner et j'avais du mal à avaler ma bouillie et il a ri et on a échangé, puis on est devenus des amis. J'allais le voir. Il était marié, ils avaient un petit garçon. J'ai aussi rencontré un professeur belge, le professeur Commer, qui était venu, comme beaucoup d'autres étrangers, rebâtir l'université puisque tout avait été détruit pendant la guerre et on commençait, juste au début. Donc il fallait rebâtir, les départements, tout reconstruire, les programmes, accueillir les premiers étudiants et cetera et quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué que je partageais un bungalow avec, 2 autres, Anglaises de mon âge, mais qui étaient vraiment très, très différentes de moi et il m'a invitée à venir chez lui de temps en temps et c'est là que j'ai rencontré sa femme, madame, Commer-Sylvain, Suzanne, et j'ai découvert avec délice qu'elle, s'intéressait, elle aussi, à la littérature orale. C'était la première personne que je rencontrais qui faisait la même chose que moi. Moi j'avais étudié le conte français, le conte populaire français pour, mon doctorat et elle s'intéressait aux contes haïtiens. Je ne connaissais pas Haïti, mais je partageais cet intérêt, cette passion pour la littérature orale et les conteurs avec elle et nous avons beaucoup bavardé. Je ne savais pas vraiment à l'époque qu'elle était, une figure internationale, quelqu'un qui était la première ethnologue, de sur Haïti et la première des femmes et je n'avais aucune idée de sa réputation. Je connaissais seulement, Suzanne comme une amie. On a beaucoup parlé et puis, elle, a eu, besoin d'une opération et elle est allée se faire opérer au CHU d'Enugu qui était à une, soixante-dizaine de miles, donc peut-être 80 kilomètres ou un peu plus de Nsukka et après je ne l'ai plus vue parce qu'elle récupérait, je voulais lui laisser du temps pour se reposer et puis elle a dû, aller, pour une visite post-opératoire et en revenant malheureusement sur cette route qui était réputée très, très dangereuse, elle a eu un accident mortel et donc elle est décédée et j'ai appris son décès et j'ai aussi appris que son corps allait être ramené à Nsukka, pour l'enterrement. Heu, Elle, participait aux offices de la de l'église catholique au campus. Moi, j'étais, à l'église protestante, donc on ne se rencontrait pas dans ce cadre-là. Mais, quand elle est décédée et il y a eu bien sûr, une, un temps d'exposition du corps, pour que tout le monde puisse, s'exprimer, chanter, prier avant l'enterrement et le jour où je suis allée, je suis rentrée, je n'avais absolument aucune idée, des traditions du Nigeria et du pays Igbo en particulier concernant, les funérailles. Donc je suis arrivée dans la salle, le salon qui était grand, dans cette grande propriété et c'était rempli de femmes.
de femmes en uniforme et elles ne pleuraient pas, elles ne se lamentaient pas. Au contraire, elles bavardaient comme si elles étaient juste en attente de quelqu'un. Elles souriaient, quelques-unes avaient des conversations assez animées. On leur avait servi des sodas et elles étaient là, à attendre et j'étais vraiment gênée. En fait, j'arrivais pas à gérer la situation. Je me suis assise quelque part, on m'a offert un soda que j'ai refusé et puis j'ai j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai vu qu'on avait préparé une couronne mortuaire et sur la couronne, selon la tradition, on avait mis son nom. Mais au lieu d'écrire son nom, Suzanne, qui était un nom francophone, S-U-Z-A-2-N-E, on avait écrit Susan, heu, l'équivalent anglais, S-U-S-A-N et je me rappelle avoir été très choquée également de ça en disant: «Mais donc il connaissait même pas son nom, c'est incroyable». Alors que ce que je ne savais pas et que j'ai découvert des années plus tard, c'est que en fait, c'était la marque de son intégration. Elle était considérée comme l'une d'entre nous et toutes ces femmes l'avaient accueillie et bien sûr, on ne pouvait pas lui dire Suzanne en français. Alors les gens l'appelaient Suzanne et c'est ce qu'on avait mis sur ce donc c'était le symbole de l'amour qu'on lui portait, du respect, de l'appréciation. C'était très important, en fait et puis, le corps est arrivé, porté par l'ambulance et on avait préparé, une espèce de d'établi où on allait poser le cercueil. Alors on l'a posé et son mari est arrivé de derrière et on a ouvert le cercueil et son mari est arrivé de derrière et il a furtivement embrassé le front de sa femme décédée et toutes les femmes ont hurlé: «Waouh! Abomination! Horreur!» Quelque chose qu'on ne fait pas en Pays-Bas. J'étais tellement choquée que je me suis levée et que je suis partie. En fait, je ne savais pas ce qui s'était passé après. C'est de très, très nombreuses années après, en fait, l'année dernière, en, 2025, que j'ai découvert qu'on l'avait enterrée à Nsukka. Parce que c'était la première fois et peut-être la dernière. Je suis restée 25 ans au Nigeria, je n'ai jamais vu d'autres cas où, un étranger qui faisait partie du du groupe collégial était mort au campus. Le seul exemple que je connaisse à part ça, c'était celui d'un Indien, un professeur qui était venu d'Inde, mais qui était décédé et avant de décéder, il était devenu nigérian et il avait été adopté par une famille. Ce qui fait que quand il est décédé, la famille a pris son corps et est allée l'enterrer, selon la tradition, dans leur village, heu, dans la cour de ces gens. Mais dans le cas de Suzanne Comer, elle ne pouvait pas être enterrée chez quelqu'un. Elle n'avait personne et son mari, sans doute, a désiré qu'on l'enterre là où elle était décédée et donc le seul endroit possible à Nsukka, c'était un terrain vague, où on enterrait les enfants morts-nés ou morts dans la période périnatale, qui étaient considérés, dont la mort était considérée comme un peu une abomination. Parce qu'il y a rien à au aucune joie à enterrer un enfant et donc on enterrait ces enfants sans nom, sur, des petits monticules anonymes et c'est là où on a enterré madame, Commerce-Sylvain, avec la différence qu'on a essayé de marquer la tombe par quelques briques et puis sa tombe a été oubliée, les chercheurs
ont ignoré complètement, ce qui s'était passé et je suis devenue la seule qui n'était pas de la famille, mais qui avait vu, Suzanne Commercival pour la dernière fois. La mort était, quelque chose de déchirant, mais en même temps quelque chose qui était tellement courant qu'on qu'on y participait chaque mois. Les femmes participaient à chaque, heu, veille mortuaire, chaque session de chant dans la maison des morts et c'était quelque chose de très difficile. On avait l'impression de préparer sa propre mort, de revivre le décès de ceux qui nous étaient chers, s'il y en avait et pour moi, il n'y avait que mon grand-père que je connaissais qui était mort, en France bien sûr et puis, on était là en même temps à à s'unir aux autres femmes et à la souffrance de tout un pays. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée et qui m'a aussi traumatisée, en fait.